16h45, bienvenue sur LCI, c'est l'heure de votre grand dossier consacré ce soir à cette bataille navale engagée par l'Ukraine en mer d'Azov près de la Crimée. Nouvelle frappe de drone hier soir sur plusieurs tankers qui font suite à des jours d'attaque. Comment Kiev est en train de réussir son objectif, celui d'isoler la Crimée qui apparaît encore aujourd'hui comme le talisman de Vladimir Poutine. On se posera toutes les questions. Plus généralement, c'est là toute la stratégie ukrainienne de pilonnage des infrastructures énergétiques qui semble faire beaucoup de mal à Moscou. L'essence manque partout, y compris pour l'armée russe sur le front. Vous verrez ces images de chars russes en panne sèche. Mais comment Vladimir Poutine va réagir ? Le président russe reste pour le moment silencieux, mais les cibles ukrainiennes et européennes seraient déjà verrouillées. Vous verrez tout cela. Mais d'abord, écoutez le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui ne relâche pas la pression sur les Russes ces dernières heures. Aujourd'hui, j'ai signé un décret portant création d'un nouveau commandement au sein des forces armées, le commandement des opérations à longue portée chargé concrètement d'exercer une pression mondiale sur la Russie en réponse à cette guerre. Ce commandement concentrera toutes les ressources disponibles afin de réduire encore davantage la capacité de la Russie à mener la guerre. Le commandant sera un dirigeant fort et très expérimenté. Et pour en parler, j'accueille mes invités pour ce grand dossier. Xavier de Giacomoni, bonsoir, journaliste international LCI. Elisabeth Shepard-Selam est également avec nous. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Quentin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université de Tours, spécialiste défense et sécurité franco-américaine. Ulrich Bouna est également avec nous. Bonsoir Ulrich, analyste géopolitique, chercheur chez Eurocreative. Stéphane Marchand est également avec nous. Bonsoir Stéphane, ravi de vous accueillir. Directeur de la rédaction du magazine économique Pour l'Écho, ex-correspondant à Washington pour Le Figaro. Et puis Vincent Crouzet est également avec nous. Il joue les prolongations, expert en renseignement, écrivain, ancien espion, auteur de votre autobiographie Le jour où je suis devenu espion. Voici ce livre formidable que je ne peux que conseiller aux éditions de l'Observatoire. Mais pour bien comprendre ce qui se passe en mer d'Azov et autour de cette péninsule de Crimée ces dernières heures, on va prendre la direction de l'Ukraine, retrouver notre envoyé spécial Marianne Kotnov avec Loïc Georgerus. Bonjour Marianne, racontez-nous un petit peu ces dernières heures, ce qu'il s'est passé avec ces attaques, notamment sur ces pétroliers russes, ces attaques ukrainiennes. Alors tout d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est cette attaque sur le port de Taganrog. C'est un port qui se situe au sud de la Russie. Également attaque dans la ville d'Azov, qui se situe à seulement quelques kilomètres. Et en fait, ce sont à chaque fois des infrastructures pétrolières qui sont visées. Et ce sont deux sites de stockage d'hydrocarbures qui ont été ciblés. D'ailleurs, ils ont pris feu et on voyait encore les fumées noires qui s'en échappaient il y a encore seulement quelques heures. Mais les Ukrainiens ne se contentent pas de viser ces ports russes qui sont donc des sites pétroliers, mais également des navires de la flotte fantôme russe. 36 bateaux ont été visés. Ce sont des chiffres, bien sûr, qui nous viennent des Ukrainiens. On a quand même quelques difficultés à les vérifier. Néanmoins, c'est ce que les Ukrainiens disent. 36 bateaux russes ont été visés de la flotte fantôme. Donc, évidemment, beaucoup de dégâts, beaucoup de pertes pour les Russes. Et c'est une stratégie maintenant, effectivement, qui vise à étouffer un peu la Crimée, parce que ce sont des voies d'approvisionnement de la Crimée. Il s'agit en fait de l'isoler et puis de frapper fort, parce que les Ukrainiens voient bien que ça marche bien, de frapper là où ça fait mal, c'est-à-dire sur le carburant. Et vous savez que le carburant et l'énergie, ce sont évidemment les nerfs de la guerre. On le voit en Russie, ces pénuries de carburant commencent à vraiment peser sur les Russes, sur la population également. Et ça, c'est une stratégie qu'ont bien comprise les Ukrainiens et qu'ils vont continuer à employer dans la mer d'Azov et faire un peu ce qu'ils ont fait en mer Noire. En mer Noire, vous avez vu que les Ukrainiens, malgré le fait qu'il n'ait pas non plus une flotte immense, ont réussi quand même à avoir un certain contrôle sur la mer Noire. C'est ce qu'ils aimeraient faire en mer d'Azov, même si c'est beaucoup plus compliqué, puisque la mer d'Azov est entourée d'un côté par les territoires occupés par les Russes et de l'autre par la Russie, bien sûr. Marianne Kotnov, en direct de Kiev. Merci également à Loïc Georgerus qui vous accompagne. Un mot chacun juste avant d'avancer sur ce qu'il se passe et cette bataille navale en mer d'Azov. Un mot très rapide. Est-ce que pour vous,
on peut parler de coups d'éclat ukrainiens. Qui veut commencer? Xavier Giacomoni. Est-ce qu'on est sur des coups d'éclat? Oui, on est sur un coup d'éclat. À partir du moment où on arrive à 100 bateaux frappés par les Ukrainiens en une dizaine de jours à peu près, on peut vraiment parler de coups d'éclat, et de coups d'éclat importants. Ils perturbent totalement le trafic d'approvisionnement de la Crimée d'une part, mais aussi l'exportation des céréales, de l'acier, en partie d'ailleurs des biens qui ont été volés à l'Ukraine, puisque certains biens viennent de l'Ukraine occupée par la Russie. Un mot avec vous, Elisabeth Schepper-Salem. Qu'est-ce que vous retenez d'abord? On va rentrer dans le détail sur la façon dont ils attaquent ces drones, ceux qu'ils visent également, mais juste d'abord un mot. Qu'est-ce que vous retenez davantage? C'est le fait de changer la stratégie, le fait de pouvoir s'adapter en permanence contre l'agresseur russe? L'innovation en permanence, je pense que ce qui me frappe le plus, à la fois les moyens, c'est-à-dire on ne parle plus de dépendre des États-Unis pour aller attaquer ni les navires en mer d'Azov, ni les raffineries, ni les réseaux ferroviaires. Et puis bien évidemment cette stratégie d'appuyer sur la logistique, sur tout ce qui est pétrole aussi, raffinerie, c'est un coup dur, je pense, pour les Russes qui n'ont pas cette même innovation et cette même flexibilité. Alors, on va rentrer dans le détail, justement, pour comprendre comment les Ukrainiens font aujourd'hui pour faire aussi mal aux Russes. Et vous avez vu ces images et on va les analyser ensemble avec Elisa Cléage qui nous a rejoint. Bonsoir Elisa, parce que on voit que tout ça se fait grâce notamment aux drones. Et vous allez nous expliquer concrètement quelle est cette stratégie ukrainienne pour inverser la tendance sur le champ de bataille. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la volonté ukrainienne, c'est pas de rivaliser avec la flotte russe parce qu'elle n'en est pas capable, elle en a tout simplement pas les moyens, mais plutôt de la neutraliser et par la même occasion de neutraliser ce corridor stratégique qui est donc la mer d'Azov. C'est très facile de se rendre compte lorsqu'on regarde cette carte parce qu'en fait, frapper des pétroliers et frapper des tankers dans cette zone, c'est plus généralement frapper les capacités de livraison, de ravitaillement et d'exportation également de la Russie. C'est pour ça qu'on parle d'une stratégie de neutralisation de la part de l'Ukraine. Et cela passe notamment par des drones navals sans équipage, sans pilote, qui sont moins coûteux, plus difficiles à intercepter. Je voulais notamment vous parler d'un drone naval. Très précisément, c'est le drone Sea Baby. On va le voir juste ici, voilà, sur ces images de l'armée ukrainienne. On le voit bien, donc c'est donc un drone qui est sans pilote, qui est contrôlé à distance. Il a un rayon d'action de 1500 km et il est capable de transporter une charge explosive jusqu'à 2000 kg. Et bien, selon les responsables ukrainiens, c'est exactement ce type de drone. Voilà, vous voyez ces différentes informations. C'est exactement ce type de drone qui a opéré un changement stratégique face à la Russie et particulièrement dans cette mer d'Azov. Et ce sont des armes qui sont de plus en plus technologiques. Oui, notamment ce drone puisqu'il utilise l'intelligence artificielle pour cibler de manière plus précise. On sait également, grâce à des think tanks, que le réseau de connexion Starlink est vraiment un facteur déterminant dans cette guerre. C'est d'ailleurs pour cela qu'on parle d'une guerre de réseau, même si évidemment c'est couplé avec des missiles de longue portée et des frappes de précision. Mais ça montre bien la double stratégie de l'Ukraine ici, c'est-à-dire une course aux chiffres, puisqu'il y a une volonté d'avoir le plus grand nombre d'armes possible, et puis également, voire même surtout, une course aux armements technologiques, puisque visiblement c'est ce qui est capable de pouvoir changer la donne ici face à la Russie dans cette mer d'Azov. Merci infiniment Lisa Cléage pour ce point complet. Vincent Crouzet, ce qui est fascinant, c'est de voir que ces armes, et notamment ce drone naval Sea Baby, c'est une arme 100% ukrainienne. En tous les cas, c'est une arme qui a été développée par Kiev. 100% ukrainienne, avec justement, comme le disait Elisa tout à l'heure, cette capacité à frapper très loin, à 1500 km, et surtout la charge, l'emport de près de 2 tonnes de charge explosive, donc pouvant effectivement entraver de manière très efficace des tankers, même si, comme l'expliquait tout à l'heure Xavier, ce ne sont pas des tankers avec un très fort tonnage qui sillonnent la mer d'Azov en raison de la faible profondeur justement de cette mer d'Azov. Mais ce qui est intéressant, c'est la combinaison en fait air-mer. Donc les moyens combinés avec notamment les drones FP1 et FP2 de Firepoint qui ont touché énormément de cibles au cours des derniers jours. On rappelle que c'est une entreprise ukrainienne. Ukrainienne, qui a fait fureur à l'occasion d'Eurosatory. C'est notamment ceux qui qui produisent le fameux Flamingo, qui a été la grande star du salon d'Eurosatory, donc il y a une dizaine de jours. Et donc c'est cette combinaison en fait de moyens qui permet justement de systématiser les frappes en mer d'Azov et en mer Noire. Et finalement, ce qui est absolument exceptionnel, c'est que c'est une bataille navale côté ukrainien qui est remportée sans le moindre navire de surface. Ulrich Bouna, ces armes-là, ces drones navals qu'on voit, notamment ce Sea Baby, mais on peut parler également des autres drones,
c'est inarrêtable pour les Russes aujourd'hui. Ils ne savent pas contrer ce type de munitions, d'armes. C'est assez compliqué parce que ce sont des drones qui dépassent d'à peu près 1 mètre, 1,50 m maximum du niveau de la mer. Ce sont des drones extrêmement rapides. Ce sont des drones qui sont équipés pour certains, pour les plus récents, de systèmes anti-aériens. Donc pour l'instant, les Russes avaient trouvé une parade partielle qui était notamment l'utilisation d'hélicoptères d'assaut pour tirer directement, mitrailler en fait ces drones-là. Ça fonctionne à moitié. Donc effectivement, la Russie est un peu gênée. Alors elle essaie de protéger au maximum ses bases les plus à l'est, notamment la base de Novorossiysk, à l'est de la mer Noire, pour essayer justement d'empêcher ces drones d'entrer dans le port. Il y a aussi une tentative, notamment au niveau du pont de Kerch, il y a plusieurs barrières de protection qui ont été mises pour empêcher les drones navals d'approcher. Mais en revanche, effectivement, c'est toujours un peu cette relation entre le glaive et le bouclier, c'est-à-dire que vu que les drones aériens, parfois, navals ukrainiens peuvent pas approcher des bases militaires russes, ils sont capables désormais d'emporter des drones aériens. Donc en fait, on est toujours un petit peu entre le marteau et l'enclume en quelque sorte. Et pour l'instant, il est vrai que je pense que le principal problème des Russes, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de drones anti-drones, au moins au niveau aérien, ce qu'ont réussi à faire les Ukrainiens. Il faut percer un mystère concernant justement l'utilisation des Sea Babies en mer d'Azov. Parce qu'apparemment, ils ne pourraient pas franchir la barrière sous le pont de Kerch. J'y pensais justement, on en parlait tout à l'heure. Quand on voit la taille du bateau, on peut imaginer que c'est pas en mer d'Azov. On n'a pas la provenance directe de l'image. Ce serait sans doute plutôt en mer Noire. S'il y a aussi eu des attaques en mer Noire, ça collerait mieux parce que effectivement franchir le pont de Kerch, ce serait un véritable exploit. Et quand on voit le navire couché sur son flanc tribord, ça ressemble plutôt à un bateau de la mer Noire qui ne pourrait pas naviguer en mer d'Azov parce que on le rappelle, la profondeur de la mer d'Azov c'est assez extraordinaire. C'est une toute petite mer. Vous avez de 8 à 12-13 mètres de profondeur. Les chenaux sont très très étroits, ce qui explique aussi la manière de procéder des Ukrainiens, c'est-à-dire que les bateaux n'ont pas pu s'échapper, même quand ils ont vu arriver les drones. De toute façon, ils vont trop lentement. En fait. Alors peut-être pour ajouter un élément, parce qu'effectivement, en fait, les drones navals sont pas utilisés en mer d'Azov, et ce qui le prouve, c'est que celui qui revendique ces frappes sur les navires, c'est Madiar, qui est en fait l'un des chefs des drones aériens de l'Ukraine. Donc il y a aucun doute. Les images qu'on voit là de Sea Baby sont des images qui ont été tournées en mer Noire, mais en dessous en fait du pont de Kerch, c'est-à-dire en gros qui relie l'est de la Russie en fait au sud de la Crimée. Donc effectivement, les Sea Baby ne rentrent pas dans la mer d'Azov, on est sur des frappes uniquement de drones aériens. Stéphane Marchand, quoi qu'il arrive, que ce soit en mer Noire ou en mer d'Azov, ce qu'on constate quand même, c'est la capacité à l'Ukraine de prendre le dessus et d'être à l'avantage, entre guillemets, sur cette question des drones, que ce soit drones aériens et drones navals par rapport à la Russie. Alors tout à fait, le président Zelensky avait déclaré il y a quelques jours, il lançait une offensive de 40 jours. Il tient parole. D'une certaine manière, politiquement, c'est ça le vrai coup d'éclat. C'est d'être capable, quand on est quand même très inférieur à son gigantesque ennemi, d'être capable de dire « je vais frapper l'ennemi pendant 40 jours et il ne pourra rien faire contre ça ». Je trouve que le vrai coup d'éclat est là. La surprise pour moi, c'est de voir les Russes encore opérer en mer d'Azov. Vous vous souvenez qu'au tout début de la guerre, beaucoup des missiles tirés sur l'Ukraine étaient tirés à partir de navires voguant dans la mer d'Azov. Et les Ukrainiens s'étaient chargés avec leur drone naval d'empêcher la mer d'Azov en quelque sorte à la marine russe, qui a d'ailleurs fui à l'est de la Crimée, puis ensuite encore plus loin jusqu'à Novorossiysk. Donc pourquoi les Russes sont toujours en mer d'Azov avec leurs pétroliers ? Je trouve que c'est quand même une indication de désespoir par rapport aux autres options qu'aurait un aussi grand producteur de pétrole que la Russie. Ils passent en mer d'Azov et leurs pétroliers se sont tirés dessus par les Ukrainiens. Alors on a peut-être un élément de réponse justement à cette question. Pourquoi la Russie persévère à vouloir remplir ses pétroliers en mer d'Azov alors qu'ils sont quasiment quotidiennement touchés ? Eh bien, regardez cette image parce que c'est la route qui permet de relier justement la Crimée. Et vous allez le voir, cette route qui est jonchée en fait de camions. Tout simplement, des camions qui ont été visés par les Ukrainiens. On va voir les images et qui expliqueraient pourquoi peut-être la voie terrestre, si je puis dire, en tout cas la voie terrestre par les routes, ne peut pas être utilisée par la Russie. Et on a le sentiment que c'est une stratégie ukrainienne en fait, parce que évidemment c'était peut-être la première étape de cette grande offensive, d'abord de neutraliser ces routes pour ensuite attaquer
la mer d'Azov. C'est aussi votre avis, Xavier ? Ah oui, tout à fait. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un plan d'ensemble. D'abord, alors le pont de Kerch qui a été touché 3 fois déjà, donc qui n'est plus utilisé notamment pour le transport de carburant, mais même pour les camions les plus lourds, parce que les Russes considèrent que le risque est beaucoup trop élevé. Ensuite, frapper tous les ponts qui relient la péninsule de Crimée à l'Ukraine occupée par lesquels transitait énormément de matériel, et notamment les livraisons d'essence pour la Crimée. Le bateau qu'on voyait tout à l'heure, c'est un pétrolier qui s'appelle le Blue. Effectivement, ce n'est pas en mer d'Azov, c'est en mer Noire, c'est au large de Yalta. C'est un pétrolier qui a été frappé il y a 2 jours, donc par un Sea Baby. Donc isoler la Crimée d'un point de vue énergétique et logistique. Et maintenant, le dernier maillon, en fait, c'était la mer d'Azov. Avec les Russes voulaient faire, grosso modo, une noria de bateaux qui allait ravitailler la Crimée au départ de Rostov-sur-le-Don, totalement à l'est, au départ aussi du port de Taganrog, et les Ukrainiens les ont vus et ont commencé à les frapper avec soit des drones FP1. Des avantages du FP1, c'est qu'il a une petite charge. Contre un bateau, il vaut mieux une plus grosse charge. Ils ont donc utilisé des drones qui vont moins loin, mais ils sont pas très loin. Et les Ukrainiens, depuis Kherson ou Zaporizhzhia, ils ont utilisé des FP2 qui peuvent aller jusqu'à 200 kg de charge. Alors, on reviendra encore une fois sur ces frappes, sur les raffineries, plus généralement sur l'ensemble de la Russie, mais pour en revenir justement à cette stratégie, on a le sentiment que tout est préparé, Vincent Crouzet, parce que quand on voit encore une fois ces images de Sea Baby et qu'on voit ces images de camions, on a vu qui jonchent les routes qui permettent d'accéder à la Crimée, on a le sentiment que tout est préparé, tout est bien ficelé par les Ukrainiens depuis plusieurs semaines. Bien ficelé, tout est planifié par Ulrich, en parlait tout à l'heure, par Robert Madiar, donc Brovdi, qui est donc le patron, le commandant en chef des forces sans pilote, des forces aériennes sans pilote. D'ailleurs, petit coup de pub, je vous engage à aller sur son compte Telegram, Robert Madiar, vous avez toutes les vidéos quasiment en temps réel des opérations. Il communique en permanence. Vous avez toutes les images des attaques, c'est assez incroyable. Après le match de foot de ce soir, et quand l'antenne sera fermée à SI, vous pourrez y aller vers 1h du matin, sans aucun problème. Voilà. Non, ah oui, c'est planifié à l'avance, mais j'ai l'impression que soudainement aussi, il bénéficie d'un avantage en matière de renseignement et de renseignement satellitaire pour pouvoir frapper de manière aussi précise tous ces navires. J'ai l'impression qu'ils bénéficient soudainement de renseignements qui n'étaient peut-être pas en leur possession il y a encore quelques semaines. Mais venant de qui, du coup ? Venant des Américains, des Européens ? Et puis peut-être aussi des identifications à vue de réseaux de partisans en Crimée, et puis aussi dans les oblasts occupés à Melitopol, Mariupol, etc. Même en Russie, on peut penser aussi que les Ukrainiens ont des drones d'observation. Là, on n'est plus dans le drone qui va attaquer une cible, mais qui peut rester en l'air 24 heures, certains 36 heures, et observer tout ce qui se passe. Donc ils ont très bien pu voir la concentration de bateaux, la concentration de camions, et ils l'attendaient. Ils savaient très bien ce que les Russes allaient faire, puisque à partir du moment où ils pouvaient plus ravitailler la Crimée par tous les autres endroits, il fallait bien trouver une solution. La solution, c'était la mer d'Azov, et donc ils ont surveillé, ils ont vu, et effectivement, peut-être ont-ils eu aussi du renseignement satellitaire américain, français ou européen. Ulrich Bouna, qui pourrait donner ces informations-là ? Ce sont les Américains qui sont en capacité de renseigner aussi bien les Ukrainiens ? Est-ce que les Européens, les Français, peut-être, je sais. Alors j'ai envie de dire un petit peu tout le monde, parce que tout le monde qui en a les capacités, que ce soit humain ou satellitaire. Donc effectivement, il y a un partage d'informations, mais depuis le début de la guerre, entre les forces de l'OTAN et l'Ukraine, qui après fait ses choix souverains de cibler telle ou telle chose. Mais oui, c'est une évidence, notamment de la part des Américains. C'est la raison pour laquelle, lorsque les Américains ont coupé le renseignement, lorsque les Ukrainiens étaient à Koursk, ça a été extrêmement compliqué, parce que c'est le pays qui reste, on va dire, celui qui a les plus grandes capacités, on va dire, de informationnelles et de capture d'informations. Mais il y a aussi des réseaux commerciaux. Les Ukrainiens achètent énormément de données satellitaires qui sont captées par des satellites privés en temps réel, et donc effectivement, ça les aide aussi beaucoup dans leur ciblage. Alors, et là, pour le coup, je pense que pour ces navires en mer Noire, il est probable effectivement qu'il y ait des drones d'observation ukrainiens qui tournent au-dessus de la mer Noire, de la mer d'Azov, pour simplement identifier où se trouvent les navires, puisque en fait, quand vous avez ce genre de drone qui se dirige, vous avez forcément un drone qui est derrière, qui soit capture les images, soit permet en tout cas de faire une espèce de guidage aussi pour les drones. Donc les Russes n'ont plus finalement le contrôle total de la mer d'Azov, ce qui est relativement paradoxal quand on y pense, puisqu'ils contrôlent toutes les rives de la mer d'Azov. Mais je ferais quand même remonter cette stratégie à beaucoup plus loin. Les Ukrainiens frappent de façon systématique les capacités anti-aériennes de la Russie depuis au moins 2 ans, notamment en Crimée. Et ça, c'était le prélude en fait à pouvoir ensuite envoyer des drones.
Alors, quand je vous écoute tous sur ce plateau, il y a un consensus pour dire que l'objectif numéro 1 de toutes ces attaques et de toutes ces images, c'est isoler cette péninsule de Crimée qu'on va voir justement pour bien comprendre où on se situe. On est encore une fois dans le sud de l'Ukraine, à proximité de la Russie. Elle est reliée de façon terrestre, notamment par le pont de Kerch. Et on a le sentiment qu'avec ces coups de butoir ukrainiens, Kiev est en train de réussir son pari. Et c'est aussi l'avis du général Yakovlev qui était sur ce plateau hier soir et qui nous le dit aujourd'hui. Kiev est en train de réussir son coup. Écoutez. Isolée, oui. Reconquise, non. Isolée, oui. Et donc ça, elle sera ravitaillée. Ça sera un effort considérable. Je veux dire, ça devient de plus en plus un camp retranché. Même les militaires manquent de carburant, semble-t-il, en Crimée. C'est progressivement, ils rendent la Crimée, entre guillemets, invivable. Elisabeth Shepard-Selam, pourquoi rendre invivable cette Crimée ? C'est pour la reconquérir derrière ? Quelle est la stratégie derrière tout ça ? Alors, il y a deux choses. La première, et peut-être le plus immédiat, c'est que c'est quand même le plateau logistique pour beaucoup du front à la base. Donc, asphyxier et surtout tout ce qui est logistique veut dire aussi asphyxier le front. Et ça, c'est très important, même sans qu'on parle de penser à reconquérir la Crimée. Je pense que reconquérir la Crimée, c'est pas dans leur projet immédiat. Je pense qu'ils ont quand même besoin de plus d'hommes. On a quand même sur un front qui est quand même très élargi et très important. Donc, je pense que aujourd'hui, ils pensent pas à ça, mais clairement, à long terme, peut-être, en tout cas, à isoler la Crimée de la Russie. Ça va engendrer aussi des problèmes. Peut-être ils pensent aussi à une insurrection pour peut-être des Ukrainiens qui sont encore là, ou en tout cas faire fuir des Russes. On a vu des Russes qui sont arrivés après l'annexation. On les a vus partir d'ailleurs sur le pont de Kerch, qui n'a pas été encore... En tout cas, ceux qui fuient n'ont pas trop de problèmes pour fuir. Stéphane Marchand. Le fait d'isoler la Crimée, politiquement, c'est immense face à Vladimir Poutine. Parce que la Crimée, l'occupation de la Crimée, la transformation de la Crimée, c'est Vladimir Poutine. Donc, c'est un message directement envoyé vers lui. Il faut quand même se poser la question objectivement, est-ce que militairement, c'est réellement efficace pour l'objectif que Elisabeth donnait tout à l'heure, le front ? C'est le front du Donbass qui décide, jusqu'à nouvel ordre, de l'issue de la guerre. Et on n'a pas encore la preuve absolue que tout ce qui vient de se passer, alors ça vient de commencer, vous me direz, les 40 jours ne sont pas achevés, mais que tout ce qui vient de se passer ralentit réellement l'effort militaire russe sur le front. On a souvent entendu que, quelles que soient les difficultés qu'il y aurait en Russie, les militaires, de toute façon, seraient alimentés en premier avec du carburant. Oui, mais... Il y a certains signes qui montrent que ça commence à coincer. On le verra. Oui, il y a des signes. Mais que l'effort militaire russe soit stoppé, car ça ne peut être que ça, l'objectif stratégique de Zelensky, ça, c'est pas du tout encore garanti. Éric Bonnard. En fait, cet objectif en quelque sorte complètement, et le nom de l'opération, c'est extinction de la Crimée. Donc il y a aucun doute, parce qu'au-delà de ces frappes sur les approvisionnements en carburant, il y a aussi des frappes sur le réseau électrique en Crimée. Il y avait commencé à y avoir des coupures de courant, il y avait déjà des problèmes d'eau avant même ça. Donc il manque d'eau, manque de carburant, manque d'électricité, ça commence à faire beaucoup pour la Crimée. Je pense moi je ferai un lien avec l'objectif initial de la contre-offensive de 2023 qui a échoué côté ukrainien. Mais l'objectif c'était d'arriver justement jusqu'à la Crimée, pas pour la reprendre, mais parce qu'en fait il y a cet espoir, je pense, côté ukrainien, de se dire que ça a une valeur tellement importante pour Vladimir Poutine qu'il serait prêt à faire des concessions plutôt que de perdre la Crimée. Et je pense que c'est un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire rendre la Crimée un peu invivable, en quelque sorte, pour forcer le Kremlin à faire des concessions. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Au contraire, j'ai envie de dire que les Russes, et le Kremlin en particulier, met les bouchées doubles pour justement essayer de capturer Konstantinivka au Donbass, etc. Mais je pense que il y a cette même philosophie derrière de se dire, la Crimée a une telle valeur symbolique pour Vladimir Poutine, c'est sans doute ce qu'il a réussi à faire, ce qu'il estime avoir fait de mieux pour le peuple russe. Et donc, du coup, se dire que au bout d'un moment, si ça devient vraiment insupportable en Crimée, Vladimir Poutine sera obligé en quelque sorte de laisser tomber, d'accepter un cessez-le-feu. Xavier Giacomoni, c'est presque un sacrifice également de Volodymyr Zelensky, parce que, comme le disait Ulrich Bouna, il n'était pas question d'abandonner la Crimée au départ. C'était vraiment aussi, c'est un territoire qui est, on va dire, que ce soit les Ukrainiens ou les Russes, c'est un symbole pour les deux pays. Le fait aujourd'hui d'attaquer la Crimée, presque pour la première fois de façon aussi intensive, c'est presque aussi un sacrifice de Volodymyr Zelensky de faire ça.
Un sacrifice dans le sens où ce sont des moyens qui ne sont pas utilisés ailleurs, mais visiblement, et c'est ça qui est extrêmement étonnant, les Ukrainiens disposent de moyens extraordinaires pour pouvoir attaquer sur plusieurs fronts, parce que pendant qu'ils attaquent la Crimée, pendant qu'ils attaquent la mer d'Azov, ils continuent à frapper des raffineries en Russie, à priver la Russie non seulement de son pétrole, mais surtout de son carburant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a franchement d'énormes problèmes de carburant en Russie, même pour l'armée. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, bon, sur l'aspect symbolique, évidemment, c'est Vladimir Poutine, c'est Catherine II, c'est Potemkin, c'est extrêmement important pour Poutine, mais aussi pour les Russes, la Crimée. La plupart des Russes considèrent que la Crimée est russe, alors qu'elle est évidemment ukrainienne. Mais pour le front sud, il va falloir voir dans les prochaines semaines, je pense que ça peut avoir son importance. Pas seulement sur la Crimée. On a vu déjà cette fameuse autoroute de la mort, l'autoroute de Novorossia, de la Nouvelle-Russie. Nouvelle-Russie, c'était Catherine II, justement. Eh bien, elle n'est quasiment plus praticable. Donc, le front peut difficilement être alimenté. Mais ça va plus loin. Une autoroute a été frappée entre Donetsk et Mariupol. Mariupol qui est sur les bords de la mer d'Azov. Donc là aussi, pour la logistique, c'est extrêmement compliqué. On a vu des petites choses. Sur la péninsule de Kinburn, totalement à l'ouest, on a vu les Ukrainiens déposer par drone un drapeau ukrainien dans une zone qui est marécageuse, qui n'a pas beaucoup d'intérêt stratégique, qui est très compliquée à tenir. Mais on a vu aussi plusieurs dizaines de soldats russes repartir un peu en arrière, parce que justement, ils ne pouvaient plus tenir cette zone, vu qu'ils étaient en fait en fin de logistique. On n'arrivait plus à les ravitailler, ils ont fait quelques kilomètres en arrière. Donc pour le moment, ce sont des petites choses. Il faudra voir dans les semaines prochaines si ça peut compter beaucoup plus, mais si vous pouvez plus ravitailler par l'autoroute, si vous pouvez plus ravitailler par la Crimée, ça pose d'énormes problèmes, sachant que pour les Ukrainiens, ce qui est important dans ce secteur, c'est aussi d'enlever l'emprise que les Russes ont sur Kherson, où de manière extrêmement fréquente, dans un scénario totalement cruel et improbable, les drones russes vont viser des civils un par un pour tuer des civils. Donc il faudrait enlever cet étau, ce serait extrêmement important pour l'Ukraine. Alors vous l'avez dit, cette stratégie sur la Crimée, elle s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus globale d'une offensive de 40 jours qui a été annoncée par le président ukrainien. 40 jours, on était le 25 juin, donc on est au 20e jour, 21e jour à peu près. Oui. On est à la moitié, entre guillemets, de cette offensive ukrainienne aujourd'hui, visiblement, avec justement ces premiers résultats que l'on voit. Et vous en avez parlé, cette stratégie globale, elle s'inscrit également dans les frappes sur les infrastructures énergétiques. On va voir cette carte qui est fascinante, saisissante, de ces points qui ont été visés par les Ukrainiens, toutes ces infrastructures civiles, ces infrastructures énergétiques, avec notamment ces raffineries. Regardez, ça touche un peu partout jusqu'à Omsk. On est quand même à plusieurs milliers de kilomètres de la frontière, 2500 kilomètres de la frontière ukrainienne. La question qu'on a envie de se poser, ça fait 20 jours maintenant que cette offensive a commencé, il en reste 20. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que Volodymyr Zelensky a les moyens de continuer cette intensité, de continuer à frapper aussi souvent ces raffineries, Elisabeth Schepard? Alors, si on compte la production, parce que avoir les moyens, c'est quoi? C'est produire. On est d'accord. C'est ce qu'on a vu aussi avec les Américains, cette question de combien on a en stock, combien on peut produire. Avec, en tout cas, je pense que c'est les FP2 qui sont à peu près à 200, autour de 200 de production par jour, ce qui est quand même assez important. Si on pense que, par exemple, les patriotes américaines, donc pour se défendre, bien évidemment, je crois qu'on est à 600 par an, ça donne un peu une idée du problème de production en Occident. Aujourd'hui, ils fabriquent leurs propres moyens. Je pense que cette capacité de fabriquer leurs propres moyens leur donne cette capacité de continuer de frapper. Maintenant, moi, la vraie question, c'est est-ce que ça va prendre 20 jours? Est-ce que ça va prendre plus? Et c'est plus ça, sur la durée. Je pense qu'ils ont les capacités. Maintenant, est-ce qu'ils ont la capacité de se défendre? On entend beaucoup, bien évidemment, ces appels aux patriotes, parce que ça va aussi solliciter une réponse côté russe. Ils ont cette capacité, pour moi, ils ont cette capacité maintenant de produire, donc de continuer, mais je crains que ça soit plus que 20 jours quand même. Et les Ukrainiens, c'est un peu ce qu'ont fait les Iraniens d'ailleurs face aux Américains, aux Israéliens. Les Ukrainiens ont déplacé la guerre à l'endroit où ils avaient un avantage et où ils n'avaient moins de désavantages. Les deux gros désavantages des Ukrainiens, c'est pas assez d'hommes, pas assez de moyens anti-aériens. Le fait de faire ces frappes de drones très loin, sur des tankers, sur des raffineries, ça consiste à déplacer la guerre. Ils font la guerre qui les arrange. Et c'est très intelligent.
Ils ont les moyens de produire, ils produisent très bien, ils répliquent très bien, ils ont des lignes d'approvisionnement en haute technologie qui sont parfaitement fonctionnelles. Pour un pays en guerre, c'est assez remarquable. Mais dans 40 jours, en principe, il aura fait plier Vladimir Poutine. C'est un peu ce qu'il sous-entendait. Et ça, à mon avis, moi, je n'y crois pas. Dans 20 jours, il n'aura pas fait plier Vladimir Poutine. La Russie a souffert des affronts beaucoup plus importants que ceux que lui inflige l'Ukraine aujourd'hui. Alors, encore une fois, on va voir rapidement cette carte, 2500 km, jusqu'où Volodymyr Zelensky va pouvoir aller, parce que c'est sa limite là où vraiment on peut se imaginer que dans les prochains jours, davantage de raffineries vont pouvoir être touchées. Éric Bouna est encore plus loin de la frontière ukrainienne. Après, en fait, déjà, là, en allant jusqu'à l'Oural, vous touchez à peu près 80 à 90% des plus grandes raffineries en Russie. Parce que la population, encore une fois, elle se concentre aussi... Donc, il y en a effectivement dans l'extrême est dans l'extrême est des raffineries, mais il n'y en a pas tant que ça. Et donc, déjà, rien qu'avec ça, quand vous avez une portée de 2500-3000 km, vous pouvez, grosso modo, taper tout l'ouest de la Russie, et ça suffit largement pour poser des problèmes. Actuellement, donc, on a 8 des 10 principales raffineries qui ont été touchées, à peu près 30 à 40% des capacités de raffinage qui ont été détruites en Russie, en tout cas empêchées. Et vous avez un tiers de la population qui subit des restrictions diverses et variées sur l'approvisionnement en essence. Donc, il y a un vrai impact. Après, la vraie question, c'est quand bien même cette campagne continuerait, c'est est-ce que ça va faire changer le cap du Kremlin? Et ça, honnêtement, c'est extrêmement difficile à dire. On a plutôt l'impression que c'est l'inverse pour l'instant, que Vladimir Poutine, lui aussi, estime qu'il a le temps pour lui et que du coup, il peut encaisser, que sa population peut encaisser ces coups-là et que ça l'empêchera pas d'aller capturer ce qui lui manque au Donbass. Est-ce que dans 20 jours le calcul changera au Kremlin? Très honnêtement, j'en sais rien, parce que ça repose essentiellement dans la capacité des Russes à exprimer leur exaspération vis-à-vis de ces pénuries ou pas, et c'est un petit peu une grande inconnue. Alors, on a écouté tout à l'heure Volodymyr Zelensky qui parlait de créer un commandement, un chef commandant pour ces frappes longue distance. Est-ce que ça va changer quelque chose, David Giacomi? A priori, il existe déjà, en fait. C'est formaliser quelque chose dans l'armée ukrainienne pour rendre ça plus efficace. A priori, je vois pas bien ce que ça va changer puisque ça fonctionne extrêmement bien. Sur ces 40 jours, moi, j'ai toujours été dubitatif. J'ai toujours eu l'impression que c'était un chiffre médiatique pour occuper un peu le terrain sur l'information par rapport à la Russie. Évidemment qu'il ne fera pas plier Vladimir Poutine dans ces 40 jours. Et si jamais il le fait, là, vraiment, je viendrai lui présenter mes excuses. Mais malheureusement, ça sera certainement pas le cas. Et la campagne ne va pas s'arrêter au bout de 40 jours. La campagne va continuer inlassablement. Ça fait 4 ans et demi que les Ukrainiens se battent pied à pied. Dès les premières 24 heures, on les a donnés comme morts, le pays étant annexé par la Russie dans les 3 jours qui suivaient. Ils ont résisté. Ils ont connu des bas extrêmement bas. Ils connaissent des pertes civiles quasiment toutes les nuits. Ils vont pas s'arrêter là. Quand vous voyez qu'une société comme Firepoint est capable de construire entre 200 et 400 drones par jour, nous n'en sommes pas capables aujourd'hui en France. C'est bien le problème d'ailleurs. C'est un pays en guerre, effectivement. Dans des conditions totalement délirantes. Où sont les usines? Comment sont-elles protégées? Comment on garde le secret? Parce que dans une usine, il y a forcément des ouvriers, il y a des gens qui parlent. Pourquoi ces usines ne sont pas régulièrement frappées par les Russes? Certaines sont frappées. Les Ukrainiens ne nous le diront pas, ça on peut leur faire confiance. Mais visiblement pas toutes, puisqu'il y a encore des drones. Donc ce peuple, cette armée, ce président font preuve d'un tel courage qu'on ne les voit pas arrêter. Ça va continuer et on verra comment ça pèse sur la Russie. La Crimée, c'est une manière de peser qui est extrêmement symbolique, extrêmement forte. L'essence, alors là, pour le coup, on s'en prend directement au portefeuille, aux moyens de se déplacer des Russes. Et puis, il n'y a pas que ça. 25% des exportations de céréales russes, orge et blé, pour faire très simple, passent par la mer d'Azov. Là, il n'y a plus de trafic en mer d'Azov. Et a priori, il n'y en aura pas d'ici quelques temps. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Ça fait déjà ça. Les récoltes, de toute façon, certaines sont en train de pourrir sur pied parce qu'il n'y a pas de gasoil pour mettre dans les tracteurs pour pouvoir faire les moissons. Et quand il y a du gasoil subventionné par l'État russe, certaines personnes le revendent au marché noir parce que c'est plus intéressant que de récolter du blé. Donc vous voyez, tous ces problèmes sont en train de s'accumuler. Ça prendra pas 40 jours, ça prendra peut-être pas 3 mois, peut-être pas 6 mois, mais il y a un moment, si l'Ukraine
est capable de continuer cet effort, il y a un moment, ça produira forcément quelque chose. Et on va parler des conséquences. Vous vouliez rajouter rapidement? Oui, justement, je voulais parler des récoltes, c'est-à-dire que c'est pour ça aussi que ça va pas s'arrêter dans 20 jours. C'est que les Ukrainiens, là, pourrissent, on va dire, la saison estivale en Crimée, mais il y a aussi, il faut pourrir en quelque sorte l'économie russe. Et les Russes font pareil, ils bombardent pareil aussi pour empêcher les récoltes. Ce sont deux puissances céréalières énormes, et donc effectivement, si vous arrivez à perturber les récoltes, vous diminuez en quelque sorte la capacité de l'État à financer sa guerre. Alors justement, on va parler des conséquences maintenant, et c'est une première conséquence justement avec notamment ces récoltes de céréales, mais plus globalement, cette stratégie ukrainienne, elle commence à peser lourd, notamment, on l'a vu sur les civils, on va en reparler avec ces files d'attente, on va revoir ces images juste après, mais il y a également le volet militaire. Visiblement, il commence à y avoir des conséquences sur le front, avec un apport d'essence qui se fait de moins en moins parce que les raffineries sont touchées. Donc évidemment, c'est moins d'essence pour les soldats et pour notamment les véhicules blindés. Et notamment cette image de char, un char qui serait tombé en panne sèche justement sur le front. On va voir les images. Est-ce que c'est lié? Est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui que voilà, cette image, c'est un char qui a été présenté. Donc c'est les forces armées ukrainiennes, encore une fois, qui ont publié cette image. Mais pour vous, Stéphane Marchand, c'est un signe que c'est lié et qu'aujourd'hui, le front commence à subir des pénuries? Ce qui est certain, c'est que le cliché d'un char à l'arrêt parce qu'il n'a plus d'essence, ça rappelle quelque chose. C'est les 3 premiers mois de la guerre, quand les Russes sont arrivés, pensaient résoudre le problème en 3 semaines, en 3 jours plutôt, et donc n'avaient fourni ni assez de carburant, ni assez d'alimentation, ni assez de munitions à ces chars, et qu'il y avait ces longues files de chars sur la route qui venaient de Biélorussie, souvenez-vous. Donc le message du retour à la case départ doit être très pénible. Mais bon, une fois qu'on a fait cet argument de communication, il faudrait regarder de très très près si l'armée russe est vraiment en train, par exemple, de renoncer à son assaut sur Konstantinivka. Est-ce que les petites unités russes infiltrées dans la ville, comme ils font maintenant, et d'ailleurs ces unités sont de plus en plus petites, semble-t-il, et donc s'infiltrent de plus en plus facilement, avec un grand danger pour elles, bien entendu, mais est-ce qu'elles ont renoncé? Est-ce que des ordres ont été donnés pour reculer? Je n'ai vu ça absolument nulle part. Alors en tout cas, certains 1000 blogueurs russes, parce qu'on sait qu'ils sont très nombreux, et ils ont de l'influence au sein de la population russe, parce qu'ils racontent la guerre, évidemment, sous la coupe de la propagande russe, mais certains commencent un petit peu à remonter aux oreilles du Kremlin notamment, des problèmes d'approvisionnement, en tout cas des problèmes au sein du front russe. Écoutez ce 1000 blogueurs russes qui est très suivi en Russie et qui alerte le président russe d'éventuelles conséquences. Tout le monde en a marre des mensonges sur Kupiansk, les mensonges sur Konstantinivka. Arrêtez de mentir au président. Est-ce que quelqu'un de courageux peut dire ce qui se passe dans ce pays? Pas à la manière de Rechnikov qui dit que nous rattrapons et dépassons les États-Unis, mais bien sûr avec des ânes et des mules peut-être. Avec quelle économie? Est-ce qu'aujourd'hui, Ulrich Bouna, on a des éléments qui montrent que, effectivement, cette pénurie d'essence commence à toucher le front, ou c'est encore trop tôt? C'est très difficile à dire, et ça l'est d'autant plus que finalement les équipements militaires blindés sont moins utilisés qu'auparavant. On est essentiellement sur de la guerre de fantassins, avec des petits groupes de soldats qui s'infiltrent, pour la simple et bonne raison que désormais dans une zone de 20 km de part et d'autre du front, si vous vous déplacez en convoi blindé, vous allez être immédiatement ciblé en fait par des drones, des dizaines de drones aériens. Donc on est quand même en général les 10 derniers kilomètres vers la ligne de front se font à pied. Donc du coup, en se cachant sous les arbres. Donc du coup, ça va forcément avoir un impact si effectivement pendant des mois et des mois cette route du sud, ce corridor en quelque sorte du sud de l'Ukraine occupée est détruit. Enfin, tous les tankers sont systématiquement détruits par les Ukrainiens. Ça va avoir forcément un impact, mais ça va pas forcément avoir un impact, notamment par exemple à Konstantinivka. Konstantinivka, c'est une guerre de fantassins et une guerre de drones. Donc avec ça, même si vous coupez l'essence, ça va pas forcément changer grand-chose. En fait, ce que ça peut changer en revanche, c'est et je pense que c'est ça l'objectif, c'est l'espèce de calcul en fait que coût-avantage en quelque sorte de Vladimir Poutine vis-à-vis de sa population et vis-à-vis de ces 1000 blogueurs qui effectivement au bout d'un moment vont dire finalement c'est pas digne du standing de la Russie d'être obligé d'importer de l'essence, d'être obligé de rationner l'essence, etc. Avec les conséquences économiques en chaîne que ça a derrière sur le transport, etc. Civil, je veux dire. Et donc c'est ça en fait, à mon sens, que les Ukrainiens cherchent éventuellement à
à titiller. Et je pense que le Kremlin l'a parfaitement compris. Lorsque vous prenez les déclarations publiques de Vladimir Poutine ou d'autres, ils ont parfaitement conscience que ces attaques, elles visent moins à déstabiliser le front qu'à, en quelque sorte, déstabiliser la Russie de l'intérieur. Elisabeth Shepard-Sellam, est-ce que cette grogne, alors là c'est ce 1000 blogueurs, il faut toujours faire attention à cet effet de loupe, parce qu'on voit ce qui représente vraiment une grogne générale, mais est-ce qu'il y a quand même un risque pour Vladimir Poutine d'énerver, en tout cas d'énerver les soldats russes à force de voir potentiellement des pénuries sur les chars ou des éventuels ravitaillements qui n'arriveraient pas parce qu'il n'y a plus d'essence. Mais je pense qu'il y a déjà un énervement de toute la population. On a ceux qui sont en tout cas connectés aux réseaux sociaux, quand on regarde, et je rejoins Ulrich, je pense qu'il y a une pression, notamment sur les civils. Il y a une grogne. On l'entend avec les mini-blogueurs, enfin celui qui a un peu disparu de la circulation, notamment, qu'on n'a pas revu depuis, qui voulait sa réunion avec Poutine et qui a été arrêté. Mais on voit la grogne. Enfin, on a vu des bagarres quand même pour avoir de l'essence dans la population, avec des gens qui dorment pendant 4 jours pour finir par plus avoir d'essence. Il y a de la kérosène pour les avions. Beaucoup d'avions, notamment El Al, a annulé ses vols pour Moscou. Je pense qu'ils vont pas reprendre parce qu'ils peuvent pas y aller et puis acheminer leurs avions de retour à Tel Aviv. Ils doivent pas être les seuls. Il y a aujourd'hui une pression énorme sur la population et en nombre, ça va faire, notamment dans les grandes villes qui étaient dans cette bulle loin de la guerre, ça va faire énormément de pression. Maintenant, est-ce que ça va finir dans la rue comme les Gilets jaunes? J'y crois pas une seule seconde. C'est pas la France. On se souvient quand même que les Gilets jaunes, c'était aussi sur des questions énergétiques, pour le carburant. Mais ça va quand même créer une crise. Il le sait très bien, on le voit dans ses discours, on le voit même sur son visage, en quelque sorte. Je pense que si on regarde l'aviation civile et si ça commence à faire une pression sur l'aviation civile, je pense que ça va aussi, à un moment, faire pression sur l'armée. Maintenant, c'est pas pour tout de suite parce que c'est ce qu'ils essaient de préserver en dernier. Alors justement, ces images de files d'attente, on va en montrer certaines parce que chaque jour, on les voit sur les réseaux sociaux et on va voir les dernières files d'attente à ces stations-service avec des kilomètres, presque on peut dire, de voitures russes, enfin des passagers russes qui attendent. Regardez ces images, des kilomètres et des kilomètres de voitures en panne qui attendent d'avoir quelques litres d'essence pour pouvoir rentrer chez eux. Alors, il y a les pénuries. Et puis il y a, pour les stations-service russes qui ont eu la chance d'être ravitaillées, il y a le prix qui fait énormément grimper, évidemment, parce que qui dit pénurie dit forcément hausse des prix. Et regardez, écoutez ce russe, c'est en Crimée. Donc en plus, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, Crimée qui est pilonnée d'une certaine manière par les Ukrainiens, qui explique qu'aujourd'hui le litre de gasoil ou d'essence, je ne sais pas, est à 250 roubles. Écoutez. Les gars, arrêtez. Pour la première fois en 14 jours, on a trouvé de l'essence à Simferopol, au prix de 249 roubles le litre, et d'ailleurs il n'y a pas de queue. Pour que vous compreniez bien, il y a une voiture par pompe et c'est tout. Vous pouvez tranquillement venir, faire le plein et être heureux. Mais le prix parle de lui-même. Xavier de Giacomoni, on sent, alors là évidemment il le dit presque sous le ton de la rigolade, mais on sent quand même un ras-le-bol qui commence à monter côté russe. Ah ben oui, forcément. Mais il y a un ras-le-bol en Crimée, il y a un ras-le-bol à Moscou, il y a un ras-le-bol à Saint-Pétersbourg, il y a un ras-le-bol à peu près partout en Russie. Ils ont beaucoup de chance d'avoir, même à ce prix-là, de l'essence en Crimée. Ça fait 2,86 €. Oui, c'est ça. Oui, ça fait près de 3 €, je pense. Guillaume Zayati dans mon oreille, la conversion. Mais c'est pas ça qui fait une révolution. Il y aura pas de gilets jaunes en Russie. Je suis tout à fait d'accord avec Elisabeth. La révolution de 1917, la légende a vécu. Elle n'a pas été faite par le peuple. Elle a été faite par des intellectuels, par des élites. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que parmi les élites, il y en a qui commencent à se manifester quand même. Il y a des choses qui bougent, il y a des gens qui s'expriment. The Economist, cette semaine, a fait l'interview d'un des plus grands patrons russes, un des plus grands industriels, qui s'appelle Andrei Melnychenko. Et il décrit des scénarios très très noirs. La Russie absorbée par la Chine, la Russie dépecée en petites républiques. Ça, c'est le cauchemar des Américains. C'était notamment le cauchemar de Joe Biden. Parce que si vous avez plusieurs républiques qui proclament leur indépendance, chacune avec un bout de l'arsenal nucléaire, ça pose des problèmes de dissémination nucléaire qui sont quasiment insolvables et extrêmement dangereux. On peut évidemment entrevoir des troubles très rapidement dans des républiques comme la Tchétchénie, par exemple. On peut revoir une guerre civile en Tchétchénie, puisque évidemment Kadyrov pourra pas se maintenir au pouvoir. Donc il a
des propos extrêmement durs, et il le fait alors que le contrat entre les oligarques et Poutine, c'était enrichissez-vous, mais ne vous mêlez pas de politique. Et aujourd'hui, ce contrat-là, il tombe pas, mais il est en train de se fissurer. Et quand même, est-ce que ça peut tenir? Parce que je vous donne certaines informations qu'on a eues cet après-midi. 90 oblasts aujourd'hui qui sont en situation de pénurie avec d'éventuels rationnements. Dans certains oblasts, les gouverneurs qui demandent aux Russes d'éviter de se déplacer, favoriser le télétravail. Ce sont des annonces qui sont officielles de la part des autorités russes. On en est arrivé là aujourd'hui. On a même vu passer des images où on a vu des installations de toilettes aux proximités de stations-service pour pouvoir justement que les Russes puissent attendre des heures pour avoir leur litre de carburant. L'image, c'est terrible pour les Russes. Il y a deux mécanismes qui ne sont pas forcément concomitants ensemble. Les gens peuvent être exaspérés sans pour autant remettre la guerre en cause. Souvenez-vous, les mères de soldats au début de la guerre, qui s'étaient manifestées à de nombreuses reprises, et on les entendait, on les écoutait bien, elles étaient ulcérées par les conditions de vie dans les tranchées, ulcérées parce que leurs enfants n'avaient pas de vêtements, pas d'armes, pas de chapeau, rien, mais elles ne remettaient pas en cause le bien fondé de la guerre. Et de ce fait, elles ne remettaient pas en cause le bien fondé de Vladimir Poutine, président de la Russie. Donc les deux choses peuvent exister, il peut y avoir une exaspération profonde sans qu'il y ait de danger pour Vladimir Poutine. Alors, on va parler maintenant de la riposte russe. Parce qu'évidemment, on a tous à la bouche, et vous avez commencé à en parler, évidemment, Vladimir Poutine, comment va-t-il réagir, le président russe? Est-il acculé? Peut-être pas, mais en tous les cas, on a du mal à imaginer que le président russe reste silencieux. Pour le moment, on ne l'a pas vraiment vu. On l'a quand même vu, on va voir ces dernières images de lui cette semaine en treillis. On l'a vu, il a remis son costume militaire, le président russe Vladimir Poutine, notamment pour annoncer cette soi-disant victoire justement dans cette ville de Konstantinivka. Mais il semblerait quand même qu'il y ait un plan d'action côté russe pour réagir, avec notamment ces informations. 150 stations essence ukrainiennes visées par les Russes ces derniers jours. C'est œil pour œil, dent pour dent, Ulrich Bouna? Oui, mais il n'y a pas que ça. Ils visent aussi les ponts qui traversent le Dnipro. Il y a une volonté de... faut comprendre à quoi ça sert, les stations-service en Ukraine. Il y a les capacités de raffinage de l'Ukraine, elles ont été détruites depuis à peu près 4 ans maintenant, depuis tout le début de la guerre. L'Ukraine aujourd'hui repose essentiellement sur de l'importation de carburant, venu essentiellement de Pologne. Et donc du coup, effectivement, les stations-service sont des points de passage obligés pour les militaires sur les routes de la ligne de front. C'est d'autant plus vrai que c'est un petit peu les derniers commerces qui restent en général proches de la ligne de front, à part dans les villes, mais quand vous allez sur les routes, il reste que quelques stations-service. Donc l'objectif très clair des Russes, c'est effectivement de viser toutes les stations-service qui sont situées dans une profondeur de 100 km environ de la ligne de front pour gêner les déplacements logistiques des militaires, tuer des militaires qui se trouveraient dans les stations essence. Ça commence à avoir des conséquences. Il y a des stations essence qui, du coup, n'ouvrent qu'à certains horaires. Il y a aussi lorsqu'il y a certaines alertes aériennes, les soldats ne peuvent plus aller dans la station essence. Donc ça commence à jouer. Et effectivement, en fait, Vladimir Poutine, mais on le voit, mais c'est comme toujours, Vladimir Poutine va choisir l'escalade plutôt que de tenter éventuellement de se dire que de revenir un petit peu sur ce qu'il fait au Donbass. Donc pour l'instant, il part du principe que lui reste en quelque sorte celui qui a la main la plus lourde en visant les stations essence, en envoyant des missiles balistiques sur les principales villes ukrainiennes parce qu'il sait que les Ukrainiens manquent de patriotes. Et on est dans une guerre où finalement c'est celui qui va tenir le plus longtemps ces conditions dégradées qui potentiellement ne va l'emporter, mais arrivera peut-être à la table des négociations avec la position la plus forte. Les Ukrainiens espèrent qu'avec toutes ces frappes sur les raffineries qui vont se poursuivre, au bout d'un moment, en quelque sorte, Vladimir Poutine dira stop, et Vladimir Poutine, lui, de son côté, espère que, à force d'envoyer des missiles balistiques tous les 3-4 jours sur Kiev, au bout d'un moment, les Ukrainiens diront stop. Juste avant de nous donner la parole, on va juste prendre la direction une nouvelle fois de Kiev. On va retrouver notre envoyé spécial Marianne Kotnov avec Loïc Georgibus, parce que, vous l'avez dit, la riposte russe a commencé, entre guillemets, parce que ces derniers jours, à chaque fois qu'une raffinerie est touchée, immédiatement la riposte arrive, et notamment sur la capitale Kiev. Marianne, parce que ces dernières heures, Kiev a de nouveau été la cible de drones et de missiles russes.
Oui, il y a une centaine de drones qui sont tombés sur Kiev. Alors beaucoup moins importante cette dernière attaque qui s'est passée la nuit dernière que les précédentes. Il y a eu 11 blessés, 2 grosses explosions qui ont été entendues tôt ce matin. Alors effectivement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir où il y avait beaucoup de morts au total depuis début juin. Kiev compte à peu près une trentaine de morts, donc c'est très important. La capitale ukrainienne n'avait jamais été aussi visée et aussi touchée que ces derniers jours. Là, l'attaque est moins importante. Néanmoins, c'est vrai que ça atteint le moral des Kievains, notamment parce que ils avaient repris quasiment une vie normale. Vous savez, ici à Kiev, depuis que je viens en Ukraine, ça fait 4 ans et demi maintenant. Les alertes sur Kiev, plus personne ne s'en souciait, plus personne ne bougeait. Les terrasses des restaurants restaient remplies, plus personne n'allait dans les abris. Là, de nouveau, les Kievains ont dû reprendre l'habitude d'aller dans les stations de métro, de se mettre à l'abri parce qu'ils savent qu'il peut y avoir des attaques très meurtrières. Et bien sûr que c'est une guerre d'usure qui est en train de se jouer ici. La riposte, les Ukrainiens savent qu'elle va arriver. Chaque fois, là on nous prévoit encore une attaque de massive dans les 72 heures, on ne sait pas si elle va avoir lieu ou pas, mais c'est vrai que pour les Kievains, c'est difficile de vivre dans ces conditions-là. Marianne Kotneff avec Loïc Georgibus en direct de Kiev. Merci à nos reporters sur place. Je cite également Reuters ces dernières heures qui a établi, en tout cas d'après les informations et les renseignements occidentaux, le plan de riposte russe ces prochains jours peut-être, avec notamment 30 cibles qui sont déjà verrouillées côté russe, côté ukrainien. 30 cibles ukrainiennes qui seraient d'ores et déjà ciblées, prêtes à être attaquées côté russe. Qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui, Elisabeth Shepard-Selam? Parce qu'il y a les infrastructures énergétiques, mais est-ce que Poutine, acculé, en tous les cas sous pression, va peut-être commencer à attaquer d'autres cibles, peut-être les lieux de pouvoir? Est-ce que... Moi, j'ai pensé aux lieux de pouvoir, justement, parce qu'on se souvient quand même, il y a quelques mois, où il menaçait, déjà, je crois, même il y a 6 mois, 1 an, d'attaquer les lieux de pouvoir, notamment la résidence présidentielle. Mais il avait aussi prévenu les Occidentaux de retirer leurs diplomates, chose qu'on n'a pas fait, bien évidemment. Mais on peut imaginer qu'il passe à l'acte, enfin, avec ces menaces. Chaque pays a leur liste cible, on le sait très bien. Les lieux de pouvoir sont quand même assez symboliques, en même temps que si ils essaient de frapper, par exemple, la tête du gouvernement ou frapper Zelensky, ça pourrait bien évidemment aussi être quelque chose de plus important que simplement symbolique. Xavier de Giacomo, est-ce que vous imaginez un Vladimir Poutine suffisamment aux aguets, suffisamment sous pression et s'attaquer directement au président ukrainien? Ça fait 4 ans et demi qu'il essaie de tuer Volodymyr Zelensky. Donc oui, il va continuer à essayer de tuer Volodymyr Zelensky. Mais jusqu'à maintenant, Volodymyr Zelensky est plus malin que le tsar du Kremlin. Il arrive à se cacher mieux que lui le chercher. Tirer sur les lieux de pouvoir d'un point de vue militaire, ça va pas apporter grand-chose. D'un point de vue symbolique et politique, ça va encore dégrader l'image de la Russie. Il n'y a pas un intérêt important. Mais quand on parlait des stations-service tout à l'heure, lorsque les Ukrainiens attaquent des raffineries, des dépôts de pétrole, ils attaquent des lieux de production d'énergie, enfin de carburant. Lorsque les Russes attaquent des stations-service, on l'a vu dès le début, ils ont commencé à le faire dès le départ, ils attaquent des endroits où il y a quelques militaires, oui, mais il y a essentiellement des civils quand même. Donc c'est toujours une réponse totalement dissymétrique. En fait, il y a un pays qui fait la guerre, et il y a un autre pays qui, depuis le début, et qui le dit d'ailleurs, cherche à détruire l'autre, mais pas uniquement le pays au sens militaire, à détruire les Ukrainiens, à détruire l'Ukraine, à détruire l'idée de ce qu'est l'Ukraine depuis son indépendance en 1991. Sur les 30 sites, il peut y avoir des sites militaires d'ampleur. On parlait tout à l'heure des sites industriels, notamment produisant les drones. Oui, la Russie devrait les frapper. Ça, c'est une logique militaire tout à fait entendable. Elle y arrive certainement. Les Ukrainiens vont pas s'en vanter. Et d'ailleurs, vous verrez, je l'ai vu moi en Ukraine, on ne voit jamais d'images de dégâts militaires. Les Ukrainiens sont extrêmement efficaces là-dessus et mettent un point d'honneur à ne laisser passer aucune image. Donc on peut pas le savoir. Mais ce qu'on peut voir, en revanche, c'est que l'efficacité des drones aujourd'hui est toujours extrêmement importante. Qu'est-ce qu'il en sera demain, dans 2 semaines ou dans 2 mois, je sais pas. Mais on verra si les Russes ont réussi. Après, toujours la même chose en matière militaire. Quand on a inventé l'arc,
il a fallu c'était il y a 10 000 ans, il a fallu se protéger. On a inventé le bouclier, et ainsi de suite. Est-ce que les Russes sont pas en train de travailler sur une solution qui, enfin, serait à peu près satisfaisante pour protéger certains sites? On voit qu'ils ont des lacunes énormes. Ils n'arrivent pas à protéger leurs bateaux. D'ailleurs, il n'y a aucun bâtiment militaire autour de leurs pétroliers, de leurs cargos qui amènent des cargaisons en Crimée pour le défendre. Et d'ailleurs, les Russes le disent. On met une escouade militaire de navires militaires autour du yacht de Vladimir Poutine lorsqu'il va à Bodrum en Turquie. Là, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas une barge avec un canon de DCA pour essayer d'attraper, de choper les drones. Donc voilà, c'est ça qui est important pour les Russes. Alors, il y a les cibles ukrainiennes, mais régulièrement aussi ce qui revient lorsqu'on écoute les analystes, les spécialistes, et d'après aussi les renseignements occidentaux, il y a également des cibles européennes, des cibles de l'OTAN. Vladimir Poutine envisagerait bel et bien de provoquer l'Europe, provoquer l'OTAN pour déclencher peut-être une guerre ou un conflit. Certains pays sont davantage ciblés, la Pologne parfois, en tous les cas ils sont cités, mais écoutez quand même, parce que il y a ces renseignements, il y a ces rumeurs entre guillemets, mais quand on écoute les télévisions russes, notamment le propagandiste en chef du Kremlin, j'ai nommé Volodymyr Soloviev, qu'on connaît bien ici parce qu'on l'écoute régulièrement. Encore une fois, il s'agit de propagande russe, il faut toujours faire attention. Mais écoutez ce que disait le présentateur russe il y a quelques heures maintenant, l'OTAN reste ciblée selon lui. Outre la destruction des cibles situées sur le territoire ukrainien, qui nous sont nécessaires pour nos décisions militaro-stratégiques, chaque frappe contre nos raffineries doit entraîner la destruction de raffineries en Europe. Et on se fiche des conséquences. Stéphane Marchand, il est poussé par ces faucons, Vladimir Poutine, aujourd'hui, pour aller jusque-là et cibler l'Europe ? Au sein de la coalition qu'il dirige, si on peut appeler ça une coalition, il n'est certainement pas le plus extrémiste. On en a vu d'autres. On sait que Medvedev est plus extrémiste que lui. De temps en temps, Lavrov même a eu des propos tout à fait incroyables, notamment sur les Juifs, par exemple, si vous vous en souvenez. Moi, je pense que Vladimir Poutine a un petit peu épuisé ses options d'escalade. Parce que même s'il se met à frapper des lieux de pouvoir, parmi les 30 cibles que vous citiez tout à l'heure, ça ne va pas changer grand-chose. L'Ukraine a prouvé qu'elle était capable de tenir avec 50% de ses centrales électriques détruites en plein milieu d'un hiver très rigoureux. Donc si on tire sur un lieu de pouvoir, je pense pas que ce sera ça le véritable problème. Notre conversation, qui dure depuis des années sur ce plateau, prouve qu'il n'y a pas de solution militaire. Il faut qu'à un moment donné survienne une éclaircie politique, une éclaircie diplomatique. Et si vous posiez tout à l'heure la question, qu'est-ce qui peut faire plier Vladimir Poutine ? Aucune action militaire ukrainienne ne va faire plier Vladimir Poutine. Quel que soit l'extraordinaire courage dont font preuve les Ukrainiens, leur inventivité, leur force aujourd'hui même, on peut même dire leur force, ils ne feront pas plier Vladimir Poutine. Les gens et les choses capables de faire plier Vladimir Poutine sont en peu de nombre sur la planète. À mon avis, la principale, c'est Xi Jinping, le président chinois, qui un jour passe un coup de fil à Vladimir Poutine en disant maintenant, ça suffit. Et deuxième chose, et Xavier le disait tout à l'heure en faisant allusion à ce papier d'Andrei Melnichenko dans The Economist, qui consacre 3 ou 4 paragraphes à l'hypothèse d'une fragmentation de la Russie, si un jour le monde occidental que nous connaissons, auquel nous appartenons, se voit devant ce choix, l'Ukraine un peu moins souveraine ou la Russie complètement fragmentée, ils choisiront d'aller dans le sens de la Russie pour l'aider à ne pas se fragmenter. Ça, c'est une certitude. Et c'est pas uniquement l'école réaliste qui dit ça. C'est tout simplement un raisonnement simple. Alors, on va parler justement de la Chine juste après, parce que beaucoup appellent encore une fois à davantage d'alliances en Russie avec la Russie, notamment la Corée du Nord. Mais pour revenir à cette menace sur l'Europe, Ulrich Bouna, est-ce qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine a les moyens de provoquer l'Europe ? Oui, bien sûr, il a les moyens de provoquer l'Europe. Après, la question, c'est et il le fait déjà plus ou moins. Il y a des actions, les survols de drones, les actions, etc. Mais on parle d'une attaque, un peu au-delà, frapper vraiment le territoire. Je pense qu'il faut prendre les choses un petit peu sérieusement. Vladimir Poutine ne va pas envoyer des missiles ou envahir un pays européen. Ça n'aurait pas de sens. Son armée est complètement engluée véritablement en Ukraine. Il n'a pas des capacités extraordinaires en termes de projection de force. Et puis c'est surtout que, en fait, si on regarde un peu les choses, quel serait l'objectif stratégique derrière ?
concrètement aller provoquer les Polonais ou les pays baltes actuellement, c'est probablement recevoir la foudre d'un certain nombre de pays. Alors peut-être que les Américains diront on passe notre tour, mais je peux vous assurer que quand vous allez dans les pays baltes, en Pologne, au Danemark, en Suède, tous ces pays-là sont parfaitement prêts à aller, s'il y a besoin un jour, intervenir pour défendre qui les Estoniens, qui les Polonais, etc. Donc ce serait une erreur stratégique monumentale de la part de Vladimir Poutine. Donc, il y a sans doute, dans ces propagandistes, mais qui n'ont pas Soloviev, il n'a pas du tout de poids dans la structure décisionnelle en Russie. Donc, oui, il y a effectivement cette espèce dans la propagande russe, en fait, si les Russes n'arrivent pas à gagner en Ukraine, c'est parce que ils font la guerre à l'Europe, en fait. Donc, il y a toujours cette espèce de musique qui tourne derrière, en disant, on va aller bombarder Paris, Londres et Berlin, et on va voir ce qu'on va voir. Mais après, la réalité derrière, c'est que on va probablement plus voir des actions hybrides, et il suffit juste de perturber le système ferroviaire en Pologne ou en Allemagne pour déjà provoquer des problèmes logistiques pour l'Ukraine. Ça suffit, en fait, en quelque sorte, à déjà nous déstabiliser sans en arriver à des actions de guerre ouverte qui appelleraient une réponse foudroyante. Soyons honnêtes. Vous avez parlé de la Chine, Stéphane Marchand. Ces dernières heures, on a vu de nouveaux exercices militaires conjoints entre les Russes et les Chinois. Alors, ce sont des exercices, encore une fois, pour travaillés et qui ont été annoncés. Ce n'est pas une réponse à quelque chose qui s'est passé ces dernières heures, mais quand même, ce partenariat-là, visiblement, est très important pour les Russes. Et écoutez, encore une fois, toujours le même Volodymyr Soloviev, parce qu'il a parlé, encore une fois, de cette alliance, et pour lui, elle est absolument indispensable pour la suite de cette guerre. Écoutez Volodymyr Soloviev. Déjà, pourquoi devrions-nous affronter l'OTAN seuls ? Nous devons créer un bloc politico-militaire qui inclura de grands pays. Notre objectif est de réunir la Chine, la Russie, la Corée du Nord, la Biélorussie évidemment, l'Iran si besoin, et tous ceux qui le voudront. Il y a beaucoup de gens qui veulent tuer Zelensky. Beaucoup. Alors, je vous promets qu'on n'est pas sur la chaîne de Vladimir Soloviev, il passe 2 fois, mais c'est parce que effectivement c'est très important ce qu'il dit quand même, Xavier de Giacomoni. Il appelle les Chinois et les Coréens, notamment du Nord, à davantage de aider la Russie dans son conflit. Oui, parce qu'ils n'ont plus de solution, et Soloviev le voit bien. Il y a cru à un certain moment quand même. Il a même pris ce pari un peu fou d'en rajouter jusqu'au nucléaire. Et là, il voit bien qu'il arrive à un moment où l'armée russe, qu'il soutient largement, arrive à un moment où ça se passe mal. Et comme ça se passe mal aussi pour lui en ce moment, il n'a pas été invité à Saint-Pétersbourg, il n'a pas eu de prix pour son émission. Visiblement, il est plutôt sur le déclin par rapport au Kremlin, il est plus tout en cours par rapport à Vladimir Poutine, donc il en rajoute toujours. Maintenant, ce qu'il faut bien dire, c'est que l'objectif de la Chine, c'est beaucoup plus de mettre la Russie sous sa tutelle, au moins économique, que de recréer un axe pour se battre contre l'Occident, genre Seconde Guerre mondiale, si vous voulez. C'est pas du tout ça le point de vue de Xi Jinping. Hein. Alors après, les entraînements en commun, les exercices sont extrêmement intéressants pour les Chinois qui ont une expérience de la guerre très faible. Ça fait très longtemps qu'ils se sont pas battus. Donc se retrouver avec les Russes, pour eux, c'est intéressant. En fait, ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre. Et puis après, ils verront ce qu'ils font de la Russie, suivant comment ça tourne. Les Chinois ont quand même regardé les Ukrainiens combattre navalement, si je puis dire, contre les Russes, et ils s'interrogent dans l'hypothèse où ils s'attaqueraient à Taïwan, que pourraient faire les Taïwanais. Les Taïwanais réfléchissent à ça beaucoup. Il est clair que c'est ça la question que tout le monde se pose. Elisabeth Shepard, rapidement. Oui, je pense que l'Ukraine, en quelque sorte, est un laboratoire pour Pékin, et la Russie est effectivement un peu cette transfert, pas de technologie nécessairement parce que c'est dans l'autre sens. Non, mais un rétexte, quoi. Mais un rétexte, c'est le rétexte pour les Chinois, sans qu'ils aient envie nécessairement. Ça leur coûte rien. Ça leur coûte rien, mais c'est quand même eux qui ont le plus à perdre en réalité pour entrer en guerre contre tout l'Occident. Alors, on va avancer sur un autre sujet parce que les choses évoluent également sur le conflit iranien. On vous a parlé justement du conflit ukrainien, mais le conflit iranien aussi nous amène à nous intéresser à ce qui se passe du côté de l'Iran parce que vous avez sûrement entendu ces dernières déclarations du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei aujourd'hui. Sa parole est rare, on ne l'a toujours pas vu officiellement, pas entendu, mais une nouvelle fois, le guide suprême aurait donc communiqué via la télévision iranienne d'État un message destiné très clairement, en tous les cas à peine voilé,
en direction de Donald Trump. Il menace le président américain tout simplement de mort. On va en parler juste après. D'abord, écoutez ce communiqué. Je rappelle qu'il est lu par un journaliste iranien et selon ses dires, il s'agirait d'une déclaration de Mojtaba Ramenei. Écoutez. Nous nous engageons à venger votre sang pur et celui de tous ceux qui ont été martyrisés au cours de ces 2 guerres, aux mains de leurs assassins criminels et infâmes. Ces criminels, dont les noms sont connus de tous, emporteront dans leur tombe l'espoir perdu de mourir paisiblement dans leur lit. Que nous soyons là ou non, cela sera accompli. Et on va prendre la direction tout de suite de Washington. On retrouve notre correspondante sur place, Justine Jankowski, parce que évidemment, le nom de Donald Trump n'est pas cité, mais on sait ces dernières heures que le président américain, en tout cas les révélations et les informations, nous expliquaient que l'Iran visait nommément le président américain. Oui, et d'ailleurs Donald Trump l'a très bien compris puisqu'il a réagi de manière très virulente hier soir, assez tard ici à Washington. Il était 23 heures passées lorsque le président américain a publié ce message sur son réseau social Truth. Il dit 1000 missiles sont chargés et pointés vers la République islamique d'Iran si le gouvernement iranien met ses menaces à exécution, ses menaces donc de l'assassiner. Et il termine son message non pas par Dieu soit loué ou Dieu bénisse l'Amérique comme il le fait assez régulièrement. Il termine par Allah soit loué. On sent donc que son tweet, son message est directement adressé aux Iraniens. Et cette déclaration de Donald Trump, finalement, elle rejoint les propos qu'il a tenus il y a quelques jours lors d'une interview aux médias, le New York Post. Il dit qu'il a donné des instructions assez claires à son équipe et que s'il lui arrivait quoi que ce soit, il allait falloir bombarder l'Iran à des niveaux jamais vus. Je cite, un regain de tension donc dans la bouche de Donald Trump, alors qu'aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers Oman où de nouvelles discussions, de nouveaux pourparlers sont en cours, notamment autour de la réouverture du détroit d'Ormuz. Justine Jankowski, correspondante TF1 LCI à Washington. Merci beaucoup, Justine. Sur ces mots, on n'avait jamais entendu le guide suprême iranien Mojtaba Ramenei avoir des mots aussi durs et menacer aussi directement le président américain, Elisabeth. D'abord, on ne sait pas si c'est vraiment lui. Moi, je tiens à signaler qu'on l'a toujours pas vu, on ne l'a pas entendu, en tout cas, sa voix. Donc, on suppose que ça vient de lui. Je le dis parce que à un moment, ça commence à les affaiblir de pas au moins voir la guide suprême. Et ça va aussi dans le sens qu'il y a beaucoup de divisions en interne. Au-delà de ça, on entend, alors, il y a une fatwa sur sa tête depuis 2020, si je me trompe pas, donc l'élimination de Qassem Soleimani. Pendant la campagne électorale en 2024, il y avait déjà un complot pour éliminer Donald Trump, dont Biden avait fait part au public en disant que si les Iraniens tuaient un président américain, ça serait un acte de guerre. Et venant de Biden, qui ne peut pas avoir beaucoup d'amour pour Donald Trump, on imagine que de coup le gouvernement américain ne prenait au sérieux. Ce n'est pas la première fois. Oui, il le dit en public, on le voit dans les rues. Ce n'est pas très étonnant, à la fois parce que on connaît leur martyrologie, c'est-à-dire son père a été tué. On a vu les funérailles. Il est dans l'obligation presque, je pense, de le dire. Maintenant. Si c'est pour pousser Donald Trump à engager une guerre totale sans que les Iraniens soient obligés de faire ce choix-là, je ne suis pas sûr, vu le président américain aujourd'hui qui n'est pas nécessairement toujours le plus rationnel, surtout quand il s'agit de sa personne, il est assez revanchard, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure solution, en tout cas, pour la suite. Mais Stéphane Marchand quand même, est-ce qu'aujourd'hui les Iraniens ont la capacité d'atteindre directement le président américain ? J'ai quelques doutes là-dessus. C'est une opération, on l'a vu récemment. Il est très bien protégé. Et Vincent Crouzet nous dit alors que le risque zéro n'existe pas. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Il suffit d'envoyer suffisamment de gens avec suffisamment de motivation et suffisamment de moyens. Mais je pense que l'effet de puissance de cette annonce devrait suffire pour l'instant pour mobiliser autour de cette idée-là. Souvenons-nous quand même que ce sont les Israéliens qui ont tué son père et que les Israéliens avaient pris l'habitude d'annoncer à l'avance l'exécution de toute une série de personnalités iraniennes par leur nom à l'avance, notamment des scientifiques chargés de fabriquer l'arme nucléaire iranienne. Donc par conséquent, les Iraniens se mettent en quelque sorte au diapason
du duo Trump-Netanyahou. Elisabeth. Plusieurs choses. Vincent a raison de le souligner. J'ai parlé avec plusieurs anciens dans la protection présidentielle aux États-Unis, et il n'y a pas de risque zéro. Aujourd'hui ou hier, ils ont renforcé notamment la protection au niveau du nord de la Maison-Blanche, et il y a toujours une question. Il suffit d'infos, en fait. En réalité, on se souvient, pendant le Clinton, il y a un homme qui avait atterri un avion sur la pelouse de la Maison-Blanche. Washington est bien protégé, mais bon, on ne sait jamais. Il suffit d'une proxy. Il suffit d'une personne qui a entendu la fatwa. On l'a vu avec Salman Rushdie. C'était des décennies plus tard, mais il l'a eu à New York. Bon, il a eu un œil et un doigt, il est toujours vivant, mais on ne sait jamais. Et je pense que aujourd'hui, la sécurité autour de Donald Trump part du principe qu'on ne peut pas être à 100%, donc il faut être très vigilant. Eric Bouna. Oui, je pense que voilà, c'est ça en fait. Directement, ça me paraît quand même assez improbable. En revanche, indirectement, avec quelqu'un qui effectivement se sentirait inspiré par ce genre de message, c'est possible. Et je pense qu'effectivement, les services américains essaient de prémunir le risque, sachant qu'il n'y a pas d'assurance à 100%. Après, il faut juste remettre aussi le message dans son contexte. On vient d'avoir l'enterrement de son père. Il y a, on le voit, une partie de la foule qui crie vengeance. Donc, il peut pas dire autre chose que je vais venger les martyrs et j'irai en grosso modo me venger jusque aux têtes des chefs d'État qui m'ont attaqué. Après, de là à véritablement en faire une politique, je pense quand même que Mojtaba Khamenei et tous les durs du régime ont parfaitement conscience que s'en prendre à la tête de l'État américain, c'est avoir une invasion américaine dans la foulée, mais une vraie invasion pour le coup, et probablement aider avec un certain nombre de pays. Donc je pense que ces gens-là ne sont pas suicidaires non plus. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que Donald Trump lui-même, et Justine nous le disait, réagit. Regardez sa déclaration sur son Truth Social. 1000 missiles sont prêts et pointés vers la République islamique d'Iran. C'est des milliers d'autres suivront immédiatement s'il m'assassine. Il prend presque à la rigolade, on a l'impression, de Donald Trump, mais c'est très sérieux. Oui, c'est très sérieux, mais c'est aussi une menace de ce qui pourrait se passer si jamais les négociations n'avancent pas à minima. Quand même, on est sur un double registre. Moi, je suis d'accord, les Iraniens n'auraient pas forcément intérêt à assassiner Donald Trump, comme les Américains et les Israéliens n'avaient aucun intérêt, on le voit aujourd'hui d'ailleurs, à assassiner Khamenei. Ça, c'est une évidence, parce qu'aujourd'hui, on ne sait même plus avec qui on parle. Je parle des Occidentaux. Maintenant, il y a déjà eu 2 complots aux États-Unis visant à assassiner Donald Trump, en plus des tentatives qui ont échoué, 2 complots déjoués qui ont terminé en justice en 2024 et 2026, et dans ces 2 complots, il y avait derrière les gardiens de la Révolution, ou au moins de l'argent des gardiens de la Révolution. Donc ce genre d'appel, la foule en colère à Mashhad, à Téhéran, qui réclament la tête de Trump, ça peut effectivement déclencher des gens aux États-Unis pour une raison ou une autre, et à ce moment-là, les Iraniens diront « mais non, mais c'est pas nous, quoi ». Là, ils botteront en touche très rapidement. Il faut pas oublier que pendant les obsèques du père, donc de Mojtaba Khamenei, il y a eu plusieurs incidents dans lesquels des officiels iraniens, des ministres avec rang de ministre, se sont fait agresser physiquement par la foule qui leur reprochait de mener des négociations avec les Américains. Donc il reste une faction en Iran qui ne veut pas négocier avec les Américains, et surtout qu'elle est gonflée d'espérance compte tenu du fait que les choses ont plutôt bien tourné pour l'Iran, dans leurs yeux. Et donc c'est normal que Khamenei, le guide, il fait de la politique en quelque sorte quand il prononce cette fatwa. Alors justement, avant de retrouver Amélie Carouer et le journal de Thomas Schnell, dernière information, parce que vous l'avez dit, sur ce contexte de négociation, l'Iran qui a averti ces dernières minutes qu'il ne considérera plus tenu par l'accord avec Washington en cas de nouvelle violation. Donc on voit que d'un côté comme de l'autre, on a le sentiment que le cessez-le-feu est rompu, parce qu'on avait eu la déclaration de Donald Trump il y a 48 heures maintenant. Là, visiblement, côté iranien aussi, on est en train de dire que la guerre, elle peut reprendre de façon ouverte à tout moment, Elisabeth. Les Américains exigent en gros que les Iraniens disent clairement qu'ils ne veulent pas le contrôle du détroit d'Ormuz. D'ici, je crois que c'était dimanche ou lundi, la date limite. En réalité, même au moment de signature, on est dans un dialogue de sourds où chacun veut absolument l'opposé de l'autre. Donc déjà, à la signature, on se posait la question si on n'allait quand même pas revenir à une guerre, en tout cas plus soutenue, si c'est pas une guerre totale. Aujourd'hui, entre les menaces, et je prends assez sérieux les menaces sur Trump, pas simplement par les menaces eux-mêmes, mais par sa réaction possible à ces types de menaces, parce que c'est quand même quelqu'un qui ne fonctionne pas comme d'autres présidents américains qui pourraient dire c'est pas très grave. Effectivement, on voit mal la suite, en tout cas, en dehors
de frappe de nouveau, parce qu'on a l'impression qu'ils ne peuvent pas s'accorder sur ces questions. Le mot de la fin, Eric Bouna, on était sur des escarmouches depuis une semaine. Est-ce que là, on peut passer un cap davantage dans les frappes ? Je pense que ni l'un ni l'autre n'a véritablement envie de revenir à une guerre totale. En revanche, on va probablement rester dans cette situation de non-guerre, non-paix, où il y aura effectivement des frappes échangées relativement régulièrement, parce que ce qui se joue, c'est le contrôle du détroit d'Ormuz. Les Iraniens n'y renonceront pas, parce que c'est leur moyen de pression principal sur les États-Unis et sur le monde. Et les Américains, eux, de leur côté, ont bien compris que s'ils arrivent à libérer Ormuz, c'est fini pour les Iraniens. Merci beaucoup d'avoir animé le grand dossier avec moi. Dans un instant, vous allez retrouver Amélie Carouer qui va évidemment revenir sur cette dernière information et l'Iran qui menace de rompre l'accord. Mais d'abord, on va faire le journal avec vous, Thomas Schnell, parce qu'on va retourner en France d'abord, puisque la chaleur s'intensifie de nouveau avec la canicule. Alerte rouge dans 37 départements. La canicule concerne aujourd'hui 24 départements. Demain, la zone de vigilance maximale ira du Morbihan à l'Aveyron, passant par la Charente et en allant jusqu'à la Nièvre. La région Île-de-France, elle, restera en alerte rouge. Le reste du pays est en alerte orange, sauf pour le pourtour méditerranéen ainsi que la Corse. L'exécutif, en tout cas, affiche sa fermeté dans la lutte contre les incendies. Alors que 286 départs de feu ont été recensés, dont l'un des derniers a ravagé un camping en Loire-Atlantique. Au total, 32 suspects interpellés, suspectés d'être à l'origine d'incendies depuis le début de l'été, dans 22 départements, précise le ministre de l'Intérieur. Nous ne laisserons rien passer, affirme Laurent Nunez. Les incendies également en Espagne, avec les pompiers qui commencent à se montrer optimistes. Ils évoquent une évolution favorable et de meilleures conditions météorologiques face à ce brasier qui a brûlé 6000 hectares depuis 3 jours en Andalousie. Le bilan s'élève déjà à 12 morts, mais il reste une vingtaine de disparus de différentes nationalités. Léa Merlier, Victoria David et Mathilde Lopinski. On retrouvera ce sujet plus tard dans la soirée sur LCI. Retour en France avec l'impressionnant retour du porte-avions Charles de Gaulle à Toulon. C'était la deuxième mission la plus longue pour le navire amiral français, environ 6 mois de mer. Retour donc à son port d'attache après être passé de l'Atlantique Nord à la crise du détroit d'Ormuz. Le porte-avions a regagné le Var, accueilli par les familles des marins. Et puis on en parlait, les tensions dans le détroit d'Ormuz avec l'Iran qui menace de rompre l'accord. Alors que les discussions reprennent aujourd'hui entre l'Iran et les États-Unis par des médiateurs interposés, Téhéran avertit qu'il ne se considérera plus lié par l'accord en cas de nouvelle violation de la part de Washington. Et puis après les funérailles de son père, Mojtaba Khamenei affirme que la vengeance doit s'accomplir inévitablement. L'ayatollah s'est exprimé encore une fois dans un communiqué, on l'écoute. Nous nous engageons à venger votre sang pur et celui de tous ceux qui ont été martyrisés au cours de ces deux guerres, aux mains de leurs assassins criminels et infâmes. Ces criminels, dont les noms sont connus de tous, emporteront dans leur tombe l'espoir perdu de mourir paisiblement dans leur lit. Que nous soyons là ou non, cela sera accompli. Voilà, précisons que c'est encore un message qui a été lu à la télévision iranienne sur ce communiqué. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci beaucoup Thomas. Dans un instant, on retrouve Amélie Carouer. Reste avec nous sur LCI.